Bonjour à vous tous. Le monde a connu une crise sanitaire comme jamais. Nous avons été confinés 55 jours. Et maintenant, que retenir de ce moment si particulier? Comment les entreprises se sont-elles organisées? Comment se projettent-elles dans cette après-crise, dans ce monde de demain dont on parle tant? Nous vous accueillons pour le rebond à l'international de cette crise au travers de 4 webinaires organisés par le Créicole et Altios, avec le témoignage de personnalités, d'experts et de dirigeants d'entreprise. Bienvenue dans ce premier webinaire dédié à l'Europe, terrain de conquête privilégié des PME et de nos outils françaises. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi 6 experts que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Donc tout d'abord, Catherine Hédoux, responsable du pôle d'accompagnement international du Créa-École. Merci Catherine. Nous aurons aussi ensuite le plaisir d'accueillir Pedro Novo, directeur exécutif BPI France en charge de l'export, avec Boris Le Chevalier, cofondateur et associé Altios International. L'entreprise Eurogerm au travers de son directeur des alliances et croissance externe Serge Momus. Et Christelle Catazzo, responsable du desk international Créa-École Italie. Pour démarrer, je vais m'adresser à présent à Catherine Hédoux, directrice du pôle d'accompagnement international du groupe Créa-École. Catherine, si tu veux bien nous présenter en fait comment s'organise le Créa-École et comment le Créa-École peut accompagner les PME TI françaises dans ce développement, dans ce contexte et le développement international. Oui, avec plaisir. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Et ravi d'ouvrir cette série de webinaires sur le rebond international post-Covid avec Altios. Altios qui est notre partenaire privilégié depuis plus de 12 ans maintenant pour vous accompagner de manière très opérationnelle à l'international. Merci aussi à Serge Momus et puis à Pedro Novo d'être à nos côtés aujourd'hui pour parler de l'Europe, ce grand marché de proximité qui est un terrain de jeu naturel pour vous. En tant que premier financeur de l'économie française et puis banquier d'une entreprise sur deux, le Crédit Agricole est actuellement, vous le savez, très mobilisé pour vous apporter tout son soutien dans le contexte de crise que nous connaissons. Et ce sont ainsi 10 milliards d'euros de financement PGE et 1 milliard d'euros de report d'échéance qui vous ont déjà été octroyés. Mais nous sommes aussi, je vois plus les slides, mais et nous sommes aussi très investis dans le domaine international et c'est quelque chose qui est souvent moins connu. En particulier aux côtés de notre partenaire Altios et de BPI France qui est ici présent. Pourquoi nous sommes investis dans ce domaine? Pour vous conseiller sur les solutions qui vont vous permettre de sécuriser votre trésorerie et vos opérations internationales, à l'import comme à l'export, dans un environnement aujourd'hui de montée des risques. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'expérimenter, mais il peut y avoir des retards de paiement, voire des défauts, parfois des faillites aussi, ou même des fraudes. On en a vu passer un certain nombre depuis le début de l'année. Et donc, pouvoir vous conseiller sur les outils à utiliser, alors que ce soit des crédits documentaires, la confirmation de ces crédits à l'export ou autres, pour vous sécuriser. Également pour vous apporter des financements appropriés donc en France et à l'étranger pour couvrir votre BFR international. Alors ça peut être des solutions d'affacturage d'ailleurs et puis des solutions avec le soutien de BPI France qui a mis en place un dispositif vraiment important à cet égard. Permettre aussi à vos filiales à l'étranger de bénéficier des soutiens locaux et de continuer à se développer, ou encore de réaliser vos projets d'investissement, parfois en saisissant des opportunités de croissance externe qui peuvent être générées par cette crise. Et de manière plus générale, pouvoir être à vos côtés dans la réflexion stratégique pour le rebond après crise. Alors, comment est-ce que le groupe Crédit Agricole peut vous soutenir? Pour cela, il met à votre disposition son réseau international
Donc vous pouvez le voir, ça c'était la première slide. Je suis désolée Patrick, du coup, si tu peux repasser sur la slide du réseau. Voilà, merci. Donc son réseau international, hein, vous voyez, avec une présence importante, notamment dans les pays européens, mais aussi des expertises de premier plan en commerce international, en change, en leasing, je citais la facturage aussi, en fusion-acquisition, avec son partenaire Altios, et également avec la possibilité d'avoir recours, et ça c'est assez rare, à des équipes internationales en région, celles des caisses régionales, à la fois du front, du middle et du back, qui sont tout proches de vous pour traiter vos flux, vos opérations de change ou encore vos crédits documentaires. Et enfin, Patrick, si tu veux bien passer la slide suivante, pour prolonger donc cette proximité de relations, le groupe a également mis en place dans son réseau international des équipes qui vous sont dédiées. Ce sont ce que l'on appelle les International Desks, ce sont des équipes francophones qui sont à votre écoute pour vous conseiller. Elles sont en lien avec leurs collègues en France et elles travaillent aussi de manière très rapprochée avec les desks Altios dans les différents pays. L'objectif étant de vous apporter un continuum de solutions à la fois bancaires nous concernant et non bancaires avec Altios, donc dans ces différents pays. Alors, certains d'entre vous ont pu avoir recours à leurs services et Christelle vous donnera tout à l'heure une illustration très concrète de ce que nous pouvons faire pour vous en Italie. Voilà, pour ne pas être trop longue et donc pour conclure, je dirais que nous constatons aujourd'hui tous que la crise accélère nos mutations, hein, c'est le cas notamment dans le domaine digital et la banque est également concernée et la mondialisation telle que nous l'avons connue va évoluer, mais l'international restera un levier de croissance et de résilience. Et donc, je vous invite à parler d'international à votre chargé d'affaires en caisse régionale. C'est lui qui va mobiliser les différents experts du groupe ainsi que nos partenaires comme Altios pour élaborer avec vous des solutions sur mesure, à la fois en France, mais aussi dans les différents pays qui vous intéressent. Voilà, et puis un petit clin d'œil, je dirais que nous serons ravis de vous servir non seulement dans la langue de Molière, mais aussi dans celle de Shakespeare, de Dante, de Goethe, de Cervantes, de Tolstoï et bien d'autres encore. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Catherine pour cette intervention. Je vais avoir le plaisir maintenant d'accueillir deux personnalités de l'internationalisation et qui vont pouvoir vous exposer en fait leur retour d'expérience et vision du rebond sur les marchés européens. Donc merci à Pedro Novo, directeur exécutif de BPI France en charge de l'export, et merci à Boris Le Chevalier, donc directeur associé cofondateur d'Altios. Merci Patrick et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire et parler du rebond en Europe. Après, il y aura d'autres webinaires organisés en partenariat avec le Crédit Agricole, notamment sur l'Asie, bien sûr, qui est reparti, sur les Amériques, la stratégie, la croissance externe. Mais aujourd'hui, c'est l'Europe qui nous intéresse avec Pedro. Alors nous, déjà, moi, je vais vous parler en tant que dirigeant d'Altios, puisque le Covid, on l'a eu dans 20 pays. Après la Chine, bien sûr, il y a eu l'Italie. Et puis, tout d'un coup, en 15 jours, avec les Anglais qui se sont réveillés un petit peu plus tard que d'autres, on a eu le Covid dans 20 pays. Donc, il a fallu y faire face à la fois pour nos collaborateurs en interne, et c'est un premier retour d'expérience qui est intéressant, et surtout pour nos clients et nos partenaires, et notamment tous nos clients pour qui on a mis à disposition une ligne téléphonique dédiée, une Global Help Desk, afin qu'ils puissent nous appeler et nous faire part de leurs difficultés. Moi, j'ai noté trois choses. Il y a eu trois séquences. Une première semaine qui est une semaine de sidération où en tant que dirigeant, tous autant qu'on est, on s'est trouvé face à une situation où nos usines, nos entreprises étaient bloquées, télétravail, et on a découvert de se retrouver chez soi, avec nos familles, avec une certaine angoisse, une certaine anxiété. Il a fallu se tourner vers nos collaborateurs, vers nos clients et essayer d'imaginer ce qu'allaient être les semaines qui suivaient. C'est ce que j'appelle la semaine de sidération. Après, on a eu 4-5 semaines de gestion de crise. Et là, on a tous passé par les mêmes phases. Télétravail, chômage partiel, PGE, appeler nos clients, se rapprocher d'eux, les encours, les usines qui avaient fermé, qu'il a fallu rouvrir, etc. C'est ce que j'appelle la gestion de crise. Et maintenant, on est dans la phase la plus intéressante, c'est la troisième, c'est celle, et j'en parle pour nous, mais parce que
j'ai parlé à des dizaines et des dizaines de dirigeants. C'est le rôle d'une société de conseil comme nous d'être au plus près de nos clients et des clients du Crédit Agricole pour les écouter, pour être leur partenaire de confiance. Et on est tous passés par ces 3 phases. Et la troisième phase, c'est ce que j'appelle la phase du rebond. C'est celle où on doit se projeter. D'abord, c'est salutaire et je dirais même que c'est un problème d'hygiène mentale. C'est qu'une fois qu'on a géré la crise, les PGE, qu'on a mis en place nos prévisionnels, qu'on a découvert que l'année allait être très compliquée, voire très difficile, qu'il allait avoir une tempête à l'automne, ce qui va y avoir des faillites, etc., il faut bien se projeter. Et pour projeter, il faut embarquer les équipes et il faut surtout le faire en pensant à ses clients. Donc ça, c'est les 3 séquences essentielles. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rebond et plus spécifiquement en Europe. La deuxième chose, avant de laisser la parole à Pedro, qui aura certainement des choses très intéressantes à nous dire sur ces premières séquences et ce qu'a pu faire la BPI, qui a été très présente, il y a, à mon avis, trois faits marquants. C'est-à-dire que les entreprises, alors la première semaine ou les 15 premiers jours, honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de coups de fil de clients qui nous ont appelés. Je pense qu'ils avaient d'autres préoccupations personnelles, familiales, collaborateurs, entreprises, clients. Et donc, ils étaient très occupés. Puis ensuite, on a mis en place cette ligne téléphonique dédiée avec le Crédit Agricole, la Global Helpdesk. Et là, on a eu des dizaines de coups de fil. Il y a 3 choses qui sont ressorties. La première, c'est qu'effectivement, l'Europe était l'une des priorités pour la plupart de nos entreprises, même si, bien sûr, ils entendaient que ça repartait en Asie. Et ça repartait effectivement en Asie. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir en Europe? Les dispositifs d'aide. Parce qu'il n'y a pas eu que des dispositifs d'aide qu'en France. Il y en a eu en Italie, en Espagne, en Pologne, en Russie. J'en reparlerai un petit peu plus tard. La deuxième chose, ils ont réfléchi à l'optimisation de leurs dispositifs. Ils se sont tout de suite dit, on ne va pas voyager pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment on va faire pour gérer nos partenaires, nos agents, nos clients? Et là, on aura un témoignage extrêmement intéressant de Serge Momus qui très vite a réagi en mettant en place des dispositifs justement pour gérer les clients et optimiser son réseau, son écosystème à l'international et en particulier en Europe. Et la troisième chose, et on terminera par ça tout à l'heure, sont les opportunités. Comme dans toute crise, ce n'est pas un mal, il y a des facteurs d'opportunité et on en parlera également puisque nous, depuis 2-3 semaines, on fait face à une demande forte et significative en tant qu'acteur de référence ou un des gros acteurs, players en France dans l'accompagnement international des PME et des ETI. On a énormément de demandes pour des recherches de partenaires, des recherches de cibles, pour des prises de participation, des acquisitions, parce que dans des phénomènes de crise, on est ouvert à des discussions autrement qu'on a pu l'être peut-être 2 mois avant quand la société allait bien et que finalement on suivait son bonhomme de chemin. Donc là, on est face à des facteurs d'opportunité sur lesquels on reviendra. Sans tarder, Pedro, ce que je te propose, notamment par rapport à ces 3 premières séquences, on a vu que la BPI a été très présente très vite aux côtés des banques et des réseaux bancaires, bien sûr, main dans la main. Qu'est-ce qu'a fait la BPI? Alors, merci Boris. Bonjour à tous. C'est très heureux d'être là avec vous et aux côtés de nos amis du Crédit Agricole. Nous avons connu une période qu'on peut qualifier à minima d'originale quand même depuis quelques semaines, qui s'est traduite par une mobilisation générale et une forme d'union sacrée entre les différents acteurs des écosystèmes qui nous lient, notamment sur le sujet de l'internationalisation. Alors, qu'est-ce que nous avons fait chez nous? Eh bien, à partir du confinement et de la décision de fermeture qui a d'abord été extrêmement symbolique des établissements accueillant du public, comme les bars, les restaurants, quelques hôtels, dans les grandes agglomérations en particulier, puis quelques commerçants, nous avons immédiatement fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire demander à nos collaborateurs de ne pas venir physiquement au bureau dès le lundi. Je vous rappelle qu'on était le 14 mars. Alors, ce que nous avons fait derrière, c'est que nous avons digitalisé 100% des équipes de BPI France avec un présentiel siège limité aux fonctions critiques et sécurité, notamment des systèmes d'information. La chance, c'est que nous avons une maison qui est à la portée en termes de mobilité de ces transformations, puisque nous avons près de 3000 collaborateurs au total, et donc l'organisation, les équipements, les VPN, l'articulation, la capacité de production ont été maintenus à l'échelle d'un établissement de 3000 personnes, qui est sans doute plus simple que d'un grand réseau de 100 000 collaborateurs ou de 60 000 collaborateurs. Et donc, nous avons pu, dès le lundi, opérer à distance et mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, des prêts, des garanties, pour continuer à irriguer en liquidité les entreprises, dont certaines étaient déjà frappées, en fait, par ce qui s'était passé en Asie, et nous avaient alerté depuis 3 mois d'un truc bizarre qui se passait en décembre déjà, puis en janvier, à Wuhan, et puis en Chine, et puis un peu plus loin, à Shanghai, et puis un peu partout en ASEAN, et puis en Asie. Et ces entreprises-là, et je pense à des entrepreneurs qui nous alertaient régulièrement, je me souviens encore des messages reçus sur WhatsApp, par mail et autres,
me disant il se passe un truc là-bas, les entreprises vont devoir fermer, le bruit circule qu'on va confiner la population. Et je vous garantis qu'à cette époque, tout projet de confinement à la française, comme on l'a vécu, était absolument ésotérique. C'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu, tout à fait une forme de pensée magique, comme dirait l'autre. Loin d'imaginer ce que nous avions traversé. Pour autant, ces entreprises ont déjà été frappées dans leur outil productif. Donc, nous avons mis en place des dispositifs qui répondaient à cela, des besoins de trésorerie et de garantie avec l'ensemble de l'écosystème. Je vais en retenir qu'un parce que, au-delà des milliards injectés, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est près de 10 milliards pour le groupe Crédit Agricole, c'est absolument considérable dans le cadre du prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État, c'est aujourd'hui 100 milliards d'euros de crédits qui sont en instruction, décidés, validés ou déjà mis en place par l'ensemble des partenaires bancaires. C'est la plus grosse opération de financement en France menée par la profession bancaire et dans lequel le groupe Crédit Agricole a très vite été l'un des leaders grâce à son maillage territorial extrêmement présent dans les PME des territoires. Donc, face à cela, nous avons, travaillé avec notre part de marché en complément et en levier, avec des prêts à tout, avec des prêts rebonds, avec les régions et des dispositifs de garantie permettant de maintenir les positions. On y reviendra sans doute, mais l'idée était de faire face au choc en posant les positions, en faisant tampon avec les dispositifs publics capables de prendre en charge le chômage partiel, de repousser les échéances de charges, de repousser les échéances de crédit, bref, adopter des mesures qui permettent de pousser, certains diraient le tas de sable, mais d'autres diraient tout simplement donner de l'oxygène à l'entreprise avant qu'elle ne puisse, effectivement, comme tu le soulignais Boris, rebondir vers d'autres destinations. Alors, on va y revenir sans doute, hein, et sur l'Europe, sujet passionnant. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on va avoir du mal à aller voir d'autres acteurs que ceux qui sont en Europe pendant quelques temps. Et deuxièmement, nos voisins européens sont dans des formes tout à fait différentes les uns des autres et vont présenter, pour certains, de la compétition, pour d'autres, de véritables opportunités. Et c'est là que vous avez, et nous avons collectivement une carte à jouer, c'est de pousser cette originalité française. On va également parler de cela, je pense, qui fait que la liquidité, il y en a énormément, à commencer par le Crédit Agricole. C'est pas un secret, hein, si vous avez besoin d'un financement, vous pouvez les appeler. Mais l'ensemble de la profession bancaire. Juste pour terminer là-dessus et pour pas être trop long, nous affrontons une crise qui est sans commune mesure tout à fait différente avec celle que nous avons vécue auparavant. Ce n'est pas une crise financière, ce n'est pas une crise sociale, ce n'est pas une crise économique. Au moment où elle a démarré, c'était une crise sanitaire. Ce qui veut dire que l'équilibre économique de notre pays, comme celui de l'Europe, était sain. Nous avions un chômage qui était au plus bas depuis des années, nous avions une croissance économique qui était solide, qui était revenue, et nous avions des carences en emploi d'ailleurs, non pourvues, qui étaient significatives. Et la liquidité, la solidité de nos banques était une originalité que nous n'avions plus depuis plus de 10 ans. Donc nous affrontons une situation qu'on a choisie, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur le bouton stop à un moment en disant pas de risque sanitaire, on arrête l'économie, on la ralentit, on la met sous cloche et on rappuiera sur le bouton restart quand on sera prêt à affronter le risque épidémique avec des outils dédiés. Et entre-temps, il a fallu faire face avec les dispositifs que j'ai cités et avec des banques et des partenaires particulièrement solides. Parfait, très bien. Donc, pour rebondir ensuite sur ce qu'on a pu noter en enchaînant sur ces propos, Pedro, ce qu'on a noté, c'est que la plupart des entreprises, une fois encore, c'est un retour d'expérience. Je pense que c'est intéressant parce que quand on parle à des dizaines et des dizaines de dirigeants, et je pèse mes mots depuis 2 mois, on a un retour d'expérience et finalement, il y a une sorte de moyenne sur ce qui est mis en œuvre. On note que la plupart des dirigeants ont réfléchi sur leur gouvernance et ont mis en place un CODIR, comité de direction, une cellule de crise. Alors, cellule de crise, après, d'un point de vue managérial, c'est pas top. Donc, la cellule de crise est devenue une cellule rebond. Mais en tous les cas, on voit qu'au niveau de la gouvernance, chacun s'est appuyé sur ses collaborateurs les plus proches. Et ce qui ressort le plus des dirigeants, et j'en veux pour preuve un recueil d'une cinquantaine de témoignages de conseillers du commerce extérieur sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui ressort chez tous les dirigeants, c'est à quel point la communication s'est libérée. Elle s'est libérée à la fois à cause de cette digitalisation forcée qu'on a tous vécue, hein, de 8 h du matin à 19 h ou 20 h le soir, au téléphone, en call, sur Teams, sur Skype, etc. Et finalement, on a encore plus communiqué en interne avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos agents, nos distributeurs, etc. Et ça, je pense que c'est une force et finalement, c'est un phénomène de transformation accélérée. Ce qui ressort, c'est cette transformation accélérée des organes de gouvernance, les CODIR, les COMEX et autres cellules de crise, la communication avec les collaborateurs et au niveau commercial, marketing, communication,
des changements significatifs qui seront notamment illustrés par Serge Momus juste après. Moi, ce que j'en retiens, c'est déjà sur le premier point, pour revenir au premier point, c'est les aides. Je vais vous en citer quelques-unes parce que c'est vrai qu'une fois encore, sur l'Europe, une des premières choses à faire, c'est de se renseigner sur les dispositifs d'aide. Alors, sachez qu'en Italie, ils ont mis le télétravail quasiment simultanément à la France, avec une possibilité de chômage partiel pour toutes les entreprises. Avant, c'était uniquement pour les entreprises de plus de 5 collaborateurs. Et puis, depuis jeudi dernier, ça a été augmenté et surtout, ça a été prolongé parce qu'au début, ça a été voté il y a 1 mois et demi pour 9 semaines et ils viennent de prolonger pour 9 semaines. Il y a des possibilités de PGE également. En Pologne, pas de charge sociale pendant 3 mois pour les PME à moins de 9 salariés, une réduction de 50% des charges sociales pour les PME de 10 à 50 salariés, et puis le cofinancement des petits salaires à hauteur de 50% pour les salaires d'environ 2500 zloty. Au UK, il y a une sorte de PGE qui a été mis en place, il y a du chômage partiel jusqu'à 80% du salaire dans la limite de 2500 pounds, et un Business Interruption Loan Scheme qui a été mis en place pour les PME avec 3 ans de découvert possible, et puis le financement d'actifs et de factures jusqu'à 5 millions de pounds, voire au-delà pour les entreprises qui font plus de 50 millions de pounds de chiffre d'affaires. En Espagne, d'autres mesures encore, là plutôt sur des logiques d'assouplissement, de simplification des procédures de chômage partiel, avec une exonération totale ou partielle de certaines charges, de cotisations et de sécurité sociale, un moratoire sur les cotisations sociales jusqu'à 6 mois sans intérêt, un moratoire sur les impôts des PME, et puis un programme de 100 milliards d'euros de prêts garantis. Sur la Russie, c'est encore différent. Ce que je voulais juste illustrer ici, c'est que pour tous ceux qui ont des filiales en Europe, il est urgent de se renseigner sur ces dispositifs d'aide et d'y avoir recours parce qu'ils sont là pour faciliter ce passage compliqué, difficile. Et finalement, quand on a une filiale de distribution, qu'elle soit petite ou grande, quand on a un collaborateur, quand on a 2 ou 3 collaborateurs, dans notre cas, il y a des filiales en Europe où on a entre 3 et 6 collaborateurs, on a eu recours finalement à des dispositifs à peu près identiques à ceux que l'on décrit. Je précise que par ailleurs, à Singapour, en Australie, il y a des subventions d'exploitation, aux États-Unis, il y a d'autres dispositifs. En tous les cas, avec le Crédit Agricole, Altios est là pour vous renseigner, vous aider, vous accompagner, bien évidemment, gratuitement à travers cette Global Help Desk. L'idée n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, l'idée est d'être votre partenaire de confiance pour passer ce moment compliqué, difficile et vous donner accès à une information qui est importante. Alors, le deuxième point peut-être, mais Pedro, tu veux peut-être réagir par rapport à l'ensemble de ces dispositifs qu'on peut voir en Europe et dire un mot sur quelques évolutions que vous avez pu faire vous-même sur les dispositifs d'assurance export, par exemple, pour les entreprises françaises. Ouais, côté dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, qui constituent d'abord une phase de tampon, c'est-à-dire de bloquer les situations, ça a été le report d'une année supplémentaire, en gros une année blanche, sur les assurances prospection qui ont été mises en place. Les entreprises qui en bénéficiaient, on gomme l'année, on leur donne une année de plus pour pouvoir réaliser leur campagne de prospection. Pour les entreprises qui vont chercher à alléger leur trésorerie avec du préfinancement ou qui vont chercher à garantir des cautions parce qu'il faut remettre de la confiance dans la relation commerciale avec des donneurs d'ordre étrangers, on a poussé les garanties jusqu'à 90%. 90% normalement, les contreparties, qu'elles soient bancaires, qu'elles soient donneurs d'ordre, normalement se détendent un peu. Il reste encore 10% de risque, mais quand même, c'est tout à fait significatif. Et puis enfin, sur le sujet qui est l'éléphant dans la pièce, c'est le sujet de la réassurance qui a été assez pas très bien vécu, pour vous dire la vérité, dans les années 2008, lorsque les assureurs privés qui ne peuvent pas absorber tout le risque du marché ont reculé massivement en 2008. Eh bien, nous avons remis en place avec CAP et CAP+, un dispositif de réassurance, d'abord domestique et également international, pour permettre aux entreprises qui bénéficient de lignes de garantie de maintenir leur ligne d'assurance crédit auprès de leurs propres assureurs. Et c'est BPI France, au nom de l'État français et sur le bilan de l'État, qui va faire cette solution qu'on appelle top-up, de réassurance en quelque sorte, pour compléter ce que l'assureur privé ne prendrait plus. C'est un dispositif qu'on surveille de très près. Il a été porté jusqu'à 5 milliards d'euros sur la partie internationale et 10 milliards sur la partie domestique. Si ça ne fonctionne pas, on ira plus loin et on ira faire nous-mêmes une proposition pour intervenir directement au bénéfice des entreprises en matière de réassurance. J'ajouterai un point à écouter ce que tu disais, Boris, très justement,
c'est que finalement, la situation que nous subissons, tu parlais d'accélération de la digitalisation de nos entreprises, de nos gouvernances, de nos CODIR, etc. Mais en fait, nos PME, nos entreprises se sont mis en mode entreprise internationalisée d'office, puisque ce n'est rien d'autre que l'organisation des entreprises, et tu le sais très bien au sein du groupe Altios, que vous adoptez déjà lorsque vous travaillez avec des collaborateurs à l'autre bout du monde. Eh bien, les entreprises de France se sont mis en mode entreprise mondiale, puisqu'elles se sont digitalisées comme vous êtes digitalisés vous-même en termes d'organisation et de gouvernance. Très bien. Donc, pour avancer, il nous reste 5 minutes, Pedro. Donc, on va devoir accélérer sérieusement par rapport à notre plan. On parle Mais il n'y a pas de difficulté. 3, peut-être même 5, en tous les cas, on va les prendre. Non, sur la rationalisation du dispositif, le deuxième point qui est très intéressant, c'est que les dirigeants, très vite, se sont dit finalement, ma couverture en Europe et globalement dans le monde est celle-là. Le post-Covid, c'est peut-être qu'au 1er janvier, il va falloir que je coupe une ou deux branches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être mettre une ou deux filiales en sommeil. Ça veut peut-être dire que tel ou tel marché, qui était un marché d'intérêt secondaire ou en rang 3, va être mis de côté pour privilégier un focus, une attention toute particulière sur les marchés qui sont les plus importants. Et dans ce cadre-là, vous êtes obligé d'envisager des mises en place, des mises en sommeil de filiales, ce qui nécessite un certain nombre de démarches juridiquement, administrativement. Donc, on a été sollicité sur ce genre de dispositif qui est aussi une forme de rebond parce que c'est une forme d'optimisation pour prendre en compte un contexte, prioriser les efforts et ne pas se disperser, ce qui est la pire des choses à faire en ce moment, évidemment. On a eu également un recours assez intéressant à une prestation de service qui est proposée et qui n'est pas très utilisée, mais là, beaucoup plus. C'est comme on sait qu'on ne va pas prendre l'avion, il va bien falloir animer les agents, les distributeurs. Il y a des clients qui ont des difficultés à se faire payer en Chine, en Inde, mais aussi en Pologne ou en Russie, pour parler de l'Europe. Il y en a d'autres qui ont des containers bloqués ou des problèmes d'approvisionnement. Et donc, là aussi, la mise à disposition de collaborateurs à temps partagé, donc de collaborateurs polonais en Pologne, italiens en Italie ou anglais en Angleterre, pour pendant 4-5 mois faire un certain nombre d'actions qui nécessitent une présence locale ou en tous les cas pour lesquels c'est beaucoup plus simple d'être présent localement. Donc ça, c'est une possibilité aussi à envisager de se dire pendant 5-6 mois, l'espace Schengen, au-delà de l'espace Schengen, quand est-ce qu'on pourra voyager, je ne sais pas. En Europe, vraisemblablement, on va pouvoir recommencer à bouger en septembre. En tous les cas, vraisemblablement, on le souhaite, mais il faut s'organiser, il faut assurer une présence locale. Et l'autre fait marquant, et je terminerai là-dessus, le plus marquant, et quand je dis marquant, ça veut dire que actuellement, nous, on est sollicité à raison d'un mandat par jour quasiment, là où on en a 1 ou 2 par mois. C'est tout ce qui est recherche d'opportunités, business, partenariat, croissance externe, acquisition, etc. Effectivement, le moment de crise est un moment tout à fait particulier pour aller voir un dirigeant en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, peu importe, et au-delà, pour se dire, voilà, on est face à cette situation, c'est une situation qui change la donne, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour développer une synergie ensemble? On pourrait prendre l'exemple de Simon Sini et Seb qui se mettent ensemble et qui décident, alors ils en avaient parlé il y a 4-5 mois, ils auraient peut-être mis 2 ans, finalement ils commencent la fabrication de vélos à Dijon avec 60 salariés de vélos électriques. C'est un petit peu ça, mais à l'échelle de l'Europe finalement. Et nous, aujourd'hui, on est face à des clients, et je pense que Serge pourra en parler très bien, qui nous demandent d'organiser des tournées à l'automne en Italie, en Allemagne et autres, pour aller voir des partenaires et engager ces discussions dans un contexte particulier qui ouvre un petit peu le champ des possibles, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un facteur d'opportunité extrêmement intéressant et largement partagé par de nombreux dirigeants avec qui nous discutons et qui, pour tout vous dire, et je terminerai là-dessus avant de laisser le mot de la fin à Pedro et de tenir notre timing, nous met du baume au cœur parce que c'est vrai que pendant 1 mois et demi, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, on a géré beaucoup de crises et là, on voit un élan nouveau vers des nouveaux besoins de gestion de crise, mais également de business, de développement, on va dire d'horizon, peut-être pas d'océan bleu, mais en tous les cas d'un horizon, d'un rebond en septembre, en janvier, etc., qui permet en tous les cas de remobiliser les forces vives des équipes en lien avec le Crédit Agricole, les chargés d'affaires de toutes les caisses, les desks qu'a évoqué tout à l'heure Catherine Edoux, et ensemble de chercher des solutions et puis des opportunités d'affaires et de business. Je te laisse peut-être un petit mot, Pedro, pour conclure cette petite séquence que nous animions à 2 sur les dispositifs ou autres que la BPI a mis en place ou va mettre en place.
Franchement, pour les dispositifs, vous les connaissez en large partie. BPI France, ça fait de l'investissement, ça fait du financement, ça fait également de l'accompagnement aux côtés du groupe Crédit Agricole, toujours à vos côtés et en levier, jamais à la place, c'est bien le positionnement de la banque. Et surtout, la maison BPI France n'a jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il y a une leçon à tirer de cette situation, tu viens de le citer, c'est que des opportunités, il en existe beaucoup et que les champions qui seront les leaders de leur marché dans 3 ans, quand on sera sorti totalement du rail de la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, sont ceux qui vont investir maintenant. Se mettre en capacité d'investir maintenant, c'est être lucide, tu l'as dit, il faut décrypter, il faut comprendre, il faut saisir les opportunités et il faut avoir le bilan qui vous permette de les saisir. On ne se projette pas sur des opérations à 2 à 3 ans en étant uniquement sur le levier de la dette. Ça suppose une ingénierie financière que les banquiers de CACIB, que les banquiers aujourd'hui corporate que vous pouvez avoir à vos côtés ou dans le groupe Crédit Agricole vous aident à penser, à réfléchir en même temps que vous réfléchissez votre stratégie. Le panier de ressources doit répondre à cette stratégie de moyen long terme. Et ça, c'est le mot que j'aimerais retenir, ce que je partage énormément aujourd'hui. Une des leçons de la crise que nous vivons, c'est l'équilibre. On a beaucoup entendu parler de sens, capital humain, dans l'action que vous menez, dans l'action que mène l'entreprise, dans l'action que mène le groupe Crédit Agricole. Il y a également l'équilibre qui en découle dans la stratégie, dans la priorisation. Tu parlais de fermer certaines filiales, de les mettre en sommeil, d'optimiser sur d'autres. Eh bien, choisissez, mais quand vous le faites, faites-le à fond. Et levez le capital qu'il faut, s'il faut ouvrir le capital, c'est le moment. Il y a de la liquidité sur le marché comme jamais il y en a eu. Vous avez vu l'hélicoptère monnaie, la stratégie de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne est très claire. Quoi qu'il en coûte, il y aura de l'argent. Donc, c'est le moment pour ceux qui peuvent et qui ont le courage de se lancer dans ces investissements, de prendre des positions offensives, bien évidemment dans la mesure qui soit dans les équilibres que vous pouvez supporter dans votre bilan, mais de vous projeter dans des opérations d'acquisition bien entourées, bien accompagnées. Vous avez aujourd'hui les moyens de les mener et pas n'importe comment avec cette logique européenne. Juste un point pour terminer sur un produit qui m'est cher et qui est vraiment un produit extraordinaire dans la période que nous vivons. Alors pour le moment, il n'est pas ouvert à l'Europe, mais je pense que des sujets, vous en avez partout dans le monde, c'est la garantie des projets internationaux. Quand vos entreprises, quand vous avez mis en place des opérations récemment, que vous avez injecté du capital, dans les 6 derniers mois, je vous laisse faire le calcul, c'est avant confinement, nous avons un produit qui peut couvrir avec effet rétroactif à 6 mois les engagements que vous avez pris dans des capitales, dans des filiales, pardon, en capital et en compte courant, en dehors de l'espace européen. On essaye et on l'a demandé au gouvernement et à l'État d'accepter de travailler sur l'espace européen dans le contexte de crise pour sécuriser les filiales que vous avez déjà et éventuellement porter les nouveaux projets que vous pourriez défendre. C'est une garantie contre l'échec économique. Vous déposez le bilan, vous fermez et vous liquidez cette filiale, vous récupérez la moitié de votre mise dans la limite d'1 million d'euros. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est le moment du rebond également à penser. Boris, tu l'as très bien dit. Les moyens, vous les avez. Maintenant, je vais vous révéler un petit secret. La prochaine campagne de communication de BPI France est la suivante. Entrepreneurs, on se relève et on se révèle. Merci Pedro. Merci beaucoup à vous deux. On a beaucoup de questions et on va pouvoir les aborder en fin de session. On va poursuivre cette intervention et rentrer un peu plus le détail avec l'intervention de Muriel Ten, directrice de filiale Allemagne. Muriel, je te laisse intervenir et nous dire un peu ce qui se passe en Allemagne et les mesures auxquelles pourraient aussi avoir accès nos entreprises françaises. Bonjour tout le monde, Muriel Ten de Daltios Germany, contente d'être au webinaire et que vous puissiez participer. Je pense que vous avez vu un peu de l'actualité que l'Allemagne était vraiment avait déjà déconfiné, avec l'Autriche déjà à partir du 4 mai. Bon, l'Allemagne, traditionnellement, c'est aussi le premier partenaire naturel de la France. Donc, il faut continuer à y aller et, en tant que société. Elle a une industrie forte, elle a des PME qui sont internationalisées, elle a une politique, une dette publique qui est vraiment très limitée aussi, enfin très peu de dette. Donc, en fait, c'est vraiment un acteur sur le marché qu'on ne peut pas du tout contourner. Par contre, l'Allemagne étant un très grand exportateur, elle a besoin aussi des entreprises françaises, des entreprises européennes, aussi pour avancer. Donc, je vais vous parler un peu des secteurs qui sont porteurs en Allemagne. Donc, le secteur pharma traditionnellement et biotechnique qui a fait aussi actuellement ses preuves. Les Allemands sont en train de se recentrer sur l'Allemagne justement parce qu'ils ont beaucoup besoin de partenaires comme la Chine et les USA. C'est assez compliqué actuellement.
Donc évidemment, ils se recentrent beaucoup sur la production locale européenne. Le secteur agroalimentaire, évidemment, les Allemands ont voulu développer aussi des tendances beaucoup plus gourmets, beaucoup plus qu'avant, une meilleure qualité des produits. Ça a fait beaucoup de réflexions, justement, ce Covid. Donc, de nouvelles tendances sont apparues, des tendances qu'on appelle des voyages dans l'assiette, parce que les Allemands savent qu'ils ne vont pas pouvoir voyager comme ils pouvaient à l'international. Donc, ils vont vouloir retrouver toutes ces valeurs en Allemagne, de l'international, des produits français, du terroir. Donc, ce sont des secteurs qui sont porteurs actuellement. L'agriculture, c'est un secteur qui est aussi, qui va être très porteur aussi. Donc, manger, cultiver de manière intelligente, avec des nouvelles tendances. La traçabilité des produits va vraiment être aussi un problème, et tout au moins très important. Et la numérisation et la robotisation du secteur agricole, on va avoir vraiment besoin de sociétés européennes sur le marché. Les constructeurs de machines, bon, de toute façon, les Allemands, de toute manière, par tradition, ont toujours été très forts dans ce secteur, mais ils vont chercher d'autres partenaires en Europe, donc c'est vraiment le moment de venir. Le secteur high-tech aussi, du fait aussi avec tout ce qui s'est passé avec toutes le online, toutes les activités web qui se sont développées. Les Allemands vont vraiment besoin d'avoir de partenaires européens parce que là, en l'occurrence, il y a beaucoup de retard en Allemagne dans ce secteur. Les services à la personne, les loisirs, le sport, le bien-être, tous ces secteurs de vie saine vont vraiment se développer. On aura vraiment besoin de partenaires en Europe. Alors, je peux passer, Patrick? Je peux mettre le prochain document? Voilà, merci. Alors, si vous êtes une société exportatrice déjà, mais que vous n'êtes pas encore sur le marché allemand, c'est vraiment le moment de venir. Et vous allez vraiment chercher des débouchés hors de France. Donc, vous tournez vers nous. On a actuellement, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de sociétés du secteur médical, du secteur IT. Bon, évidemment, tout ce qui est le sans contact actuellement, parce que, bon, on attend avec l'introduction des masques, des gants, on a vraiment ce type de sociétés qui sont vraiment très recherchées sur le marché allemand. Évidemment, les robots, l'épicerie, je viens d'en parler, l'énergétique, ce sont vraiment des secteurs qui sont vraiment demandes où on a beaucoup de demandes. On a aussi beaucoup de demandes de recrutement actuellement parce que comme évidemment il faut développer le marché, donc on a besoin de personnes aussi pour le développer, donc des commerciaux terrain évidemment, et aussi le collaborateur à temps partagé dont parlait Boris, qui est vraiment très apprécié et qui va vous aider vraiment à développer sur votre prospection sur le marché allemand parce que c'est une personne qui vous sera dédiée pour plusieurs mois et qui va vraiment pouvoir vous faire avancer sur le marché. Donc, si vous n'êtes… Patrick? Patrick, tu peux mettre le deuxième document? Donc, si vous êtes déjà sur le marché allemand, vous aurez aussi la possibilité de créer des filiales. Exactement, ça c'est… il faut savoir qu'en Allemagne, pour le moment, il y a 5700 filiales d'entreprises françaises qui sont implantées. Et c'est vraiment une alternative que vous allez vraiment aller pouvoir utiliser, c'est de créer une filiale pour pouvoir avoir une domiciliation, être reconnu par les Allemands, parce que les Allemands sont très confiants en tant que quand la société est établie sur le marché allemand. Nous, on a vraiment beaucoup de demandes depuis la crise, justement, de demandes de création de filiales. Même hors de France d'ailleurs, hors de société de France, mais c'est vraiment la tendance qu'on observe. Nous, personnellement, on a aussi 35 filiales de tout secteur d'activité, de tout horizon, et ça devient vraiment, c'est vraiment aussi une tendance qu'on observe avec les avantages qu'ont une filiale. Ensuite, pour terminer, les sociétés qui sont déjà sur le marché allemand et qui vont vouloir se développer, investir, on va pouvoir aussi, il y a aussi vraiment les possibilités de racheter des entreprises. Boris le disait à juste titre. C'est vrai qu'en plus, l'Allemagne étant un pays vieillissant, il y a beaucoup de sociétés allemandes qui ont vraiment des problèmes générationnels et qui cherchent vraiment à se faire racheter, sont vraiment en demande. D'abord, pour cause, c'est vrai que c'est beaucoup plus de sociétés françaises rachètent de sociétés allemandes que le contraire.
Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes. Actuellement, on a une société dans le secteur médical qui cherche à se faire racheter. On a une société dans le secteur marketing qui cherche aussi à racheter une société. Donc, on a vraiment une demande de croissance. C'est vraiment une alternative pour vos sociétés quand vous êtes déjà sur le secteur, sur l'Allemagne, et que vous souhaitez vraiment investir. C'est vraiment le bon moment de le faire. Donc, bon, en tout cas, je suis vraiment... Il faut vraiment vous encourager à venir sur l'Allemagne parce que c'est un pays qui est vraiment en plein rebond. Merci beaucoup Muriel, merci pour l'intervention. Je pense qu'on pourra aussi en fin de session revenir s'il y a des questions sur l'Allemagne par rapport aussi aux mesures, les aides qu'on peut vous apporter qui peuvent aussi exister sur ce marché allemand. On va poursuivre à présent avec le témoignage d'un dirigeant responsable, en fait, on en parlait en fait des alliances stratégiques et croissance externe, donc Serge Momus de la société Eurogerm. Merci beaucoup Serge. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je m'occupe de deux choses chez Eurogerm. Je m'occupe de l'acquisition, croissance externe, développement international, et je suis également très opérationnel sur les filiales qu'on a en Amérique latine. Pour 2 minutes, la société Eurogerm, c'est un groupe qui a été créé par Jean-Philippe Girard en 1989, qui est juste à la sortie de Dijon, qui est coté Alternext depuis 2008 et qui intervient dans le domaine des céréales. Nous produisons des ingrédients pour la filière blé, farine, pain. Pour faire simple, si vous mangez une baguette avec des graines, des céréales ou un petit goût toasté, bien souvent, ce sont nos ingrédients qui sont à l'intérieur. Donc en 2019, un chiffre d'affaires de presque 116 millions avec une majorité à l'export hors de France et un EBITDA autour de 12 millions. Donc la société se porte bien et est en croissance. Donc on est depuis le début assez internationalisé avec donc 12 filiales étrangères, dont 3 en Europe et une stratégie active de croissance externe que l'on est en train d'amplifier en ce moment. Comme l'a dit Boris, c'est le moment de profiter des opportunités. Alors pour nous, ça n'a pas été une forte transition de passer en mode sécurité ou protection sanitaire, etc. Parce qu'on l'est naturellement. Toutes nos usines, depuis bien longtemps, on porte des masques, on se lave les mains. Donc pour nous, qui sommes dans l'alimentaire, c'est notre quotidien. Étant également très internationalisé, le travail à distance, les webconférences, c'est pas très nouveau non plus. Par contre, il a fallu qu'on soit très agile pour revoir l'offre produit. Donc ça a été la première mesure qu'on a mis en place parce qu'on se rend compte que nos clients demandent de nouveaux produits. Alors par exemple, une tendance très classique, c'est l'augmentation de la durée de vie des produits. On ne va plus maintenant chez le boulanger tous les jours acheter sa baguette. C'était surtout vrai pendant le confinement. On y allait une fois tous les 10 jours et on en achetait 7 ou 8 qu'on mettait au congélateur. Mais c'est pas terrible. Donc, il a fallu trouver des solutions pour donner de la durée de vie aux produits, faire qu'ils soient plus appétants, plus agréables, qu'ils puissent se congeler effectivement, ou alors faire des pains de mie avec de longues durées de vie. Donc, on a réorienté dans ce domaine-là. Autre axe également, qui est des produits économiques. Va y avoir, on le sait, un choc économique derrière le choc sanitaire. Les gens, certains ont vu leurs revenus diminuer. Alors, je parle globalement, ce n'est pas spécifiquement français, puisqu'on a des mesures de protection qui ont quand même plutôt bien fonctionné, mais il y a des pays où l'économie informelle est très développée, et là, il n'y a pas de protection sociale pour ces gens. Donc, ils ont vu à la fois leurs revenus diminuer, ou ils craignent de les voir diminuer dans l'avenir, et on a aussi assisté à une inflation des produits alimentaires, pratiquement 20% en Chine. Hein. Donc, suite à ça, les clients industriels qui travaillent pour la grande distribution, notamment, sont à la recherche de solutions plus économiques
pour eh bien, baisser le prix des produits à base de pain, de brioche et autres. Alors, contrairement à ça, une troisième tendance qu'on voit apparaître, c'est l'inverse, c'est juste la recherche de produits premium, de produits qualité, de produits rassurants. La santé, on a tous bien pris conscience de son importance capitale. On sait qu'on est en grande partie ce qu'on mange. Donc, il y a une tendance qui n'était pas nouvelle, hein, d'aller vers le bio, vers le vegan, vers le circuit court, vers l'agriculture raisonnée. Mais cette tendance s'amplifie encore. Donc, voilà, première leçon, PME ou ETI, soyons agiles, quel que soit notre métier, je pense qu'il est impacté par cette crise. Donc, il faut très rapidement se réorienter pour suivre la demande et s'adapter à ces changements. Alors, le deuxième point sur lequel on a travaillé, donc on a vu revisiter notre offre produit. Donc, Patrick, si vous voulez bien passer la deuxième slide, c'est qu'on a revisité notre offre commerciale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'offre commerciale? Eh bien, c'est la manière dont on échange, on communique avec nos clients, nos prospects. Et bien évidemment, on ne peut plus les joindre, on ne peut plus les visiter, plus de réunions face à face, etc. Or, comme il est important de rassurer le consommateur quand on fait des produits alimentaires sur leur aspect sanitaire, sur la qualité, il est également essentiel de rassurer les clients sur notre pérennité. Voilà. On est toujours là, on est à leur côté, on est prêt à les aider. Et pour ça, eh bien, il faut maintenir la présence. Alors, bien évidemment, on a une présence digitale. Alors, ça, vous connaissez tous, on a parlé des formations, des tutoriels, des webinaires, etc., etc. Mais face à cet afflux soudain, là, on est invité à 35 webinaires par jour, et je remercie ceux qui sont là et qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, il faut être original, il faut faire preuve de créativité, il faut donner du sens à ces webinaires, à ces tutos qu'on avait déjà tous plus ou moins mis en place. Donc là, on a un travail de réflexion important en donnant du sens à cette offre et peut-être en s'associant avec, par exemple, nous, fabricants d'ingrédients, on s'associe avec des équipementiers, des fabricants de matériel, de boulangerie, pour montrer comment, en associant un équipement et un ingrédient, on arrive à faire un produit nouveau et intéressant. Deuxième point, il faut maintenir le lien. Il y a quand même un lien physique. On le sait bien, nous, on parle de produits, en plus, on parle de choses qui se mangent. Donc, la plus belle des démonstrations que vous pouvez faire en ligne avec une caméra et montrer vos pains qui sortent du four, ça ne remplacera jamais le goût qu'en aura le client, la texture, la mâche, etc. Donc, on a mis au point assez spontanément dans différentes filiales en parallèle des systèmes comme je vous présente là deux Happy Innovation Box où chaque filiale a trouvé son nom. L'idée c'est de dire aux clients voilà, on a développé des produits spécial crise, voilà, qui ont de longue durée de vie, comme on a parlé, bio ou autres. Et on va vous faire une présentation digitale de ces produits, comment on les fabrique, quelle est la recette, quels sont les ingrédients, etc. En fait, le travail de préparation, ce qu'on fait habituellement en face à face. Mais comme on conclut habituellement cette présentation théorique de ces produits par une dégustation, eh bien, on envoie à l'avance au client, quelques jours avant, on lui envoie une boîte avec les 10 produits à l'intérieur. Et à la fin de la réunion, on va déguster ensemble. Voilà, on va déguster ensemble, recueillir le feedback du client, son sentiment vis-à-vis de ce nouveau produit. Voilà. Donc, on a réagi assez vite là-dessus. Alors, c'est un processus qui ne fait que commencer. Je crois qu'il va falloir… de toute façon, c'était amorcé, mais maintenant, il faut le professionnaliser. Il faut que ça devienne non pas un passage, mais une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler. C'est pas évident, mais c'est le principe des crises qui nous obligent à nous remettre en question. Et le troisième volet, je l'avais cité un petit peu dans la première slide, c'est
rechercher des partenariats et d'accélérer notre stratégie de croissance externe. Je crois qu'une crise telle que nous avons commencé à la vivre et qui va suivre par une crise économique, c'est un accélérateur de décision, je pense, pour des chefs d'entreprise qui déjà pouvaient se poser un peu des questions sur leur futur. C'est une recherche de partenaires, ne serait-ce que pour avoir de la trésorerie ou passer un moment difficile. Bref, ça rebat les cartes et c'est le moment d'accélérer, de ne pas baisser les bras, de ne pas se refermer sur nous-mêmes. Et on est très conscient de ça chez Eurogère, mais on y met beaucoup d'énergie. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions qui viendront, je pense, à la fin. Serge, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Ce que je retiens, c'est le digital, l'innovation et les alliances, plus que jamais, pour pouvoir mieux rebondir. On va poursuivre et puis finaliser avec notre dernier intervenant, qui est Christelle Catazzo, qui est collaboratrice internationale au sein du desk Crédit Agricole Italie. Christelle, je te laisse intervenir et puis ensuite on pourra ensemble, si vous le souhaitez, aborder en fait les questions qui nous ont été émises par les entreprises qui se sont connectées. Merci à toi, Christelle. Ok. Alors, buongiorno a tutti. Bonjour à toutes les personnes qui sont à l'écoute. Juste 2 mots pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas notre équipe. Je suis Christelle Catazzo et je travaille au sein de l'International Desk Italie qui a pour mission d'accompagner la clientèle du groupe Crédit Agricole dans son entier dans ce pays. Notre équipe est composée de 6 personnes, localisées principalement à Milan, et nous avons été très vite, nous, mis en télétravail. Dès le 6-9 mars, nous avons été en télétravail et aujourd'hui, ce sont environ 10 000 employés du groupe Crédit Agricole Italia qui ont cette forme de travail. Pour rester justement, continuer l'activité, rester proche de notre clientèle avec des agences qui ont été organisées pour ne pas fermer ou fermer partiellement, donc la mise en sécurité des locaux et la mise en place de travail en alternance. Je voulais signaler, justement, souligner une particularité de notre dispositif qui réside dans le fait que Crédit Agricole Italia aujourd'hui dispose de tous les métiers de la banque au service des entreprises et représente actuellement, peut compter sur un réseau de 1100 agences pour un total de clients d'un peu plus de 2 millions. Nous avons également la chance en Italie de pouvoir compter sur de solides partenariats, des partenariats historiques comme celui avec Altios, que nous entretenons de façon régulière et qui nous permet d'avoir des réponses à 360 degrés pour notre clientèle. Alors, passons tout de suite à la première slide. L'idée, c'était d'illustrer rapidement les effets de la crise, même si on les connaît déjà et qui sont en ligne avec l'Europe, plus accentués en Italie, comme vous pouvez le voir, avec un arrêt des activités qui a eu un poids très lourd et qui l'aura encore pour le 2e quadrimestre 2020. Nous avons quand même certains secteurs qui s'en sont bien sortis, donc c'est important parce que ce sont les nouvelles tendances. Je rejoins un peu ce qu'ont dit nos intervenants précédents, à savoir la grande distribution moderne, l'agroalimentaire aussi qui a bien tenu le coup, l'e-commerce surtout qui a subi un très grand développement. Et bien sûr le secteur de la pharmacie et de la santé. Beaucoup moins bien en revanche pour nos secteurs clés traditionnels, là qui ont été vraiment touchés de plein fouet par la crise, notamment le secteur du tourisme qui représente quand même 13% du PIB italien et qui va encore subir des difficultés pour toute la prochaine saison, très certainement, et avec le tourisme, l'hôtellerie, la restauration qui ont été fortement
impacté. Ce midi, j'entendais au journal télévisé que sur le mois d'avril, les ventes d'automobiles étaient en baisse de 97%. Donc, des difficultés généralisées, quelques secteurs qui s'en tirent bien, d'autres moins bien, des difficultés économiques qui se traduisent surtout par la baisse du chiffre d'affaires et des sociétés qui vont devoir affronter aussi des problématiques de gestion de personnel et de mise en sécurité du lieu de travail. On peut passer donc à la seconde slide dans laquelle effectivement j'attire votre attention sur ces fragilités, des fragilités où on dit qu'on doit s'attendre à des défaillances d'entreprises de l'ordre de plus de 18%, des tensions de trésorerie qui vont s'accentuer. Mais comme ça a déjà été dit, il faut rester sur le marché, il faut continuer à entretenir les relations avec l'Italie qui reste néanmoins un partenaire commercial essentiel. Face à ces difficultés, il y a eu bien évidemment une intervention forte et très articulée du gouvernement italien qui était intervenu en particulier par le biais de 3 décrets. Le dernier est sorti très peu, était très complexe, contient beaucoup d'articles et de sujets. Donc, il y a un effort très important qui est fait et c'est vrai que même l'État italien a reconnu qu'il y avait des retards dans l'arrivée des aides et c'est pour ça qu'il faut être fortement vigilant parce que cette situation actuelle peut apporter une accentuation des délais de règlement des exportateurs français, une augmentation des risques d'impayés et un besoin de trésorerie italienne. Alors, quelle solution face à cette situation? C'est la slide numéro 3 qui nous les récapitule de façon un peu rapide et synthétique. Et donc, sincèrement, aujourd'hui, ce que nous sentons de vous conseiller, c'est vraiment de penser à une politique de gestion du risque et à une politique de gestion des besoins de trésorerie. De quelle façon? Alors, depuis l'Italie, vous pouvez collecter des informations sur les clients et vous pouvez aussi réfléchir aux moyens de paiement à utiliser. J'invite un peu à la vigilance sur l'utilisation des chèques et de la riba, qui est souvent très sponsorisée, mais qui n'est pas une garantie bancaire à la différence de la LCR, comme elle fonctionne en France. Alors, se couvrir contre le risque d'impayé, j'entends surtout le fait de recourir à une assurance crédit, au besoin renforcé avec le dispositif public Cap France Export, ou bien une autre solution peut être celle d'obtenir de la part de votre client une garantie de paiement qui peut être une garantie bancaire classique plutôt qu'une stand-by letter of credit. Et ça, ce sont des premières mesures que je conseille et qu'il est conseillé de mettre en place compte tenu de la fragilité et du contexte un peu généralisé que nous devons affronter actuellement. Ensuite, effectivement, pour faire face aux besoins de trésorerie, que peuvent faire les exportateurs? Eh bien, toujours dans la ligne de pensée de la sécurisation, c'est de financer son poste client sécurisé en mettant en place des solutions comme de la facturage ou de la mobilisation de créances nées à l'étranger, de la MCNE. Enfin,
Pour les sociétés qui en revanche sont déjà présentes en Italie, qui ont une filiale, qui sont implantées, alors là, c'est comme il a été dit, de profiter des aides qui ont été mises en place par l'État. Donc il y a tout le recours au PGE qui peuvent intéresser les filiales de nos clients français. Mais pas seulement. Excusez-moi. Concernant les PGE, vous trouverez une slide en annexe qui récapitule bien les différents paliers d'intervention et quelles sont les aides auxquelles vous pouvez avoir accès. Sur ce document annexe, je reste bien évidemment à vos... Merci. Patrick, je reste bien évidemment à votre disposition pour apporter des précisions ou le commenter. Si on revient ensuite en arrière, donc les filiales peuvent avoir, l'idée c'était de dire que les filiales peuvent avoir accès à toute l'offre financière du groupe Crédit Agricole Italien qui va outre les aides financières publiques aux entreprises et qui ont notamment des solutions de conversion de lignes de crédit de type autoliquidatif comme l'escompte en ligne à court terme pour que la société puisse faire face au paiement des fournisseurs ou au paiement des salaires. Il y a aussi toute une série de il y a un travail qui est fait par les chargés d'affaires actuellement, les chargé d'affaires entreprises, d'établir toute une série de préaccords pour faciliter la mise en place des aides à partir du moment où l'accord, le feu vert du Fonds central de garantie arrive à la banque. Il y a aussi toute une série de mesures concernant la suspension des mensualités, l'allongement des échéances de leasing, de prêts hypothécaires. Donc vraiment, il y a toute une proposition articulée et donc sur ça, l'International Desk reste à votre disposition pour prendre en compte vos besoins et trouver la réponse la plus personnalisée possible. N'hésitez donc pas, là je m'adresse plus aux entreprises, à vous adresser directement également à votre chargé d'entreprise Crédit Agricole qui pourra dans un premier temps vous illustrer les solutions qui sont activables depuis la France et pourra enchaîner et nous relayer en Italie à l'International Desk les besoins qui sont plus spécifiques. Merci beaucoup voilà. Christelle. Donc vous voyez que le groupe Crédit Agricole, au travers de ses implantations, peut intervenir, peut vous accompagner dans l'accès aux dispositifs locaux, mesures qui ont été mises en place par les différents gouvernements et États. On va aborder maintenant la session des questions-réponses. Donc on a déjà, nous, recueilli quelques questions. Je voulais partager, moi, ces questions déjà avec nos intervenants. On avait une question qui était une entreprise qui s'intéressait, qui s'interrogeait sur le fait comment est-ce qu'on peut identifier à partir de la France les aides locales, les financements, les mesures qui peuvent exister dans les différents marchés, pays européens. Donc, je ne sais pas si Catherine ou Pedro, Boris, vous voulez prendre la main là-dessus? Ton micro n'est pas activé, Catherine. Excuse-moi. Oui, Patrick, en tout cas, je peux apporter un premier niveau de réponse. Donc, on l'a évoqué rapidement, hein, mais effectivement, tous nos desks à l'étranger sont parfaitement à l'aise avec les dispositifs financiers qui ont été mis au point dans les différents pays. Donc là encore, je pense que le mieux, c'est si vous avez des questions sur un pays donné, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé d'affaires et il se mettra en contact avec les desks à l'étranger pour vous apporter les précisions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut... Alors, on a une question, on avait aussi une entreprise qui s'interrogeait, là je m'adresse plus à Serge Momus de la société Eurogerm. Est-ce que Eurogerm a pu bénéficier des prêts garantis pour les projets internationaux
Et quel était le retour d'expérience? Si oui. J'ai pas en mémoire, je ne crois pas qu'on ait. Alors, on a profité d'un prêt garanti par l'État au Pérou à un taux extrêmement avantageux. Souvent, ce sont des pays où on emprunte de l'argent à 8 ou 10 ou 12%, dans ces pays-là. Et là, on a eu un prêt d'une banque, mais garanti par l'État, un taux extrêmement avantageux. Je crois que c'est à peu près la seule chose qu'on ait utilisée. Merci beaucoup. Une question de la part d'une autre entreprise, c'est la France, les aides qui ont été mises en place par le gouvernement français. Comment se situe la France par rapport aux autres États européens? Est-ce que les autres États ont mis en place des mécanismes, des mesures aussi importantes de la France, et qu'en est-il? Moi, je veux bien répondre, Patrick, parce que à la fois pour le groupe, on a chez Altios eu recours dans quasiment tous les pays européens à des dispositifs et autres, mais dans le monde, très clairement, la France a été le pays le plus généreux, entre guillemets, encore que le terme n'est peut-être pas approprié, mais a été le plus rapide à mettre en place des mesures significatives. Et d'ailleurs, si on regarde bien, derrière, quasiment tous les pays européens ont copié peu ou prou les dispositifs, que ce soit ceux liés au chômage partiel, que ce soit lié au PGE, que ce soit lié au décalage des paiements de cotisations sociales ou d'impôts, etc. La France a vraiment été très, très rapide, très généreuse aussi. On connaît notre pays et la plupart des pays ont copié, bon an, mal an, avec des variations. Il y a peut-être l'Espagne. J'apporterai une petite nuance sur l'Espagne qui, me semble-t-il, a été très réactive aussi. L'Italie, c'était après, l'Angleterre, c'était après, la Pologne, c'était bien après, la Russie, c'est tout récent. Donc, vraiment, je dirais que l'État, qui a un poids significatif dans notre pays, on le sait tous, a joué son rôle. Voilà. Merci beaucoup, Boris. Vous avez tous dit aussi qu'il était important dans ce contexte, important de développer des alliances stratégiques, des alliances commerciales, des partenariats commerciaux. Mais comment faire pour développer ces partenariats alors que la mobilité est réduite? On ne peut pas forcément se déplacer comme on le faisait auparavant, aujourd'hui tout du moins à l'étranger. Est-ce que vous avez des conseils, des bonnes pratiques? Je vais dire un mot, puis je laisserai la parole à Serge, parce qu'il aura certainement un éclairage intéressant. Donc, Boris Le Chevalier. Je vais activer la caméra. Ah, alors attends, si tu me laisses l'activer, je vais la remettre. Ouais, ok. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, toujours est-il à l'oral, très clairement, c'est compliqué de bouger. Donc, c'est plutôt une accélération sur des discussions engagées de dirigeants. Là, j'ai 2 dossiers en tête en Inde et en Malaisie, de dirigeants qui se parlaient depuis un certain temps pour un rapprochement, et le phénomène de la crise a accéléré par webcam interposé la signature de LOI. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Pour ceux qui n'auraient pas démarré une initiative, l'idée est de la démarrer maintenant pour pouvoir justement à l'automne, et je pense notamment à l'Amérique du Nord, j'évoquais tout à l'heure le fait que depuis 15 jours, on avait quasiment un mandat par jour de recherche de cibles pour des acquisitions, des prises de participation, des partenariats stratégiques. Toutes les déclinaisons sont possibles, hein. Ce n'est pas forcément un rachat stricto sensu. Il y a d'autres manières, des JV et autres, etc. Et là, en l'occurrence, l'idée est plutôt de lancer maintenant les investigations, le screening, la longue liste, la short list, pour pouvoir à l'automne ou début 2021 se déplacer et rencontrer les entreprises qui ont été identifiées en amont. Serge, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, je pense qu'effectivement, c'est difficile dans une recherche de partenariat, quel qu'il soit, de passer au-delà du contact humain. On n'est pas des machines, et surtout les PME ou ETI, le rapport avec l'autre en face, le rapport humain est important. Donc ça, c'est un frein. Le deuxième frein également, c'est la valorisation des choses. Aujourd'hui, bien malin qui sait dire quel sera son chiffre d'affaires et son résultat à la fin d'année. Donc je crois que ce qu'on peut faire, c'est avoir une réflexion stratégique en se disant, mais finalement, où sont mes faiblesses, où sont mes forces, quel genre de partenaire je dois chercher, et puis faire des recherches de partenaires, mais alors des recherches académiques, je dirais,
travaillant avec des gens comme Altios, on leur confie un mandat en disant je cherche un distributeur de telle taille dans telle région, etc. On peut collecter de l'information, l'analyser et puis se préparer et aller demain sur le terrain rencontrer les dirigeants face à face. Aujourd'hui, démarrer ça en ex nihilo sur un contact vidéo, j'y crois pas. Merci beaucoup, Serge. Oui, juste si je peux ajouter un petit mot en disant qu'effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez préparer aussi avec votre banquier hein, pour tous les aspects financiers, montage, etc. Donc, n'hésitez pas à parler de vos réflexions, de vos projets. On est là pour vous accompagner avec Altios. Parfait. J'avais une question de la part d'un dirigeant qui s'interrogeait si le PGE pouvait être utilisé dans le cadre d'un projet justement de croissance externe à l'étranger. Alors, je pense que c'est pour moi cette question. Hein. Je pense aussi. Bon. Alors, pour ce qui est du PGE en soi, le PGE, il vise à compenser une perte de chiffre d'affaires à la base, comme la genèse, en France, facturée depuis la France. Donc, si vous avez des filiales à l'international qui ont facturé depuis la France, dans le cadre du courant d'affaires entretenu, il constitue en soi une assiette d'éligibilité en volume, j'entends, sur les 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Maintenant, si jamais vous avez des filiales qui sont opérationnelles, qui exploitent, qui facturent elles-mêmes et qui n'ont pas accès au PGE par définition, puisque c'est un chiffre d'affaires réalisé en dehors du territoire français, vous avez la possibilité de mobiliser les prêts croissance internationale de BPI France, qui, en complément de financement de trésorerie éventuellement mobilisé par un PGE domestique mis en place par le Crédit Agricole, par exemple, viendrait compléter en levier avec une assiette à définir beaucoup plus souple, puisque à la limite, il n'a pas la contrainte des 25%, mais qui est un financement du BFR en trésorerie à travers le prêt croissance international. Sachant que si votre filiale en plus est en dehors de l'espace européen, vous pouvez doubler le produit de cette trésorerie injectée par le crédit qui va aller dans la filiale en capital et compte courant d'une garantie, en l'assortissant d'une garantie de projet international, GPI, que j'ai cité tout à l'heure, et qui, dans la limite de 1 million d'euros et de 50% des risques, vous permet de sécuriser cet apport contre l'échec économique de la filiale en question en dehors de l'espace européen. Donc, c'est une double protection, d'une part en matière de soutien en cash et d'autre part contre une tournure plus délicate en risque, le cas échéant à venir. Et puis, pour ceux qui ont déjà mis en place éventuellement des financements ou des injections de cash pour soutenir la filiale en question, comme je l'ai dit tout à l'heure, effet rétroactif de 6 mois, vous pouvez récupérer des investissements déjà faits en capital et compte courant dans les 6 derniers mois, donc avant même la crise, et que vous pouvez couvrir à travers la garantie de projet international. Merci beaucoup, Pedro. Une question, et on va prendre, ce sera peut-être certainement la dernière question. Un dirigeant d'entreprise qui envisage une implantation en Italie et en péninsule ibérique. Est-ce que vous avez des recommandations en termes de support, de livres qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment l'accompagner? Alors, je ne sais pas si je dois m'adresser plutôt à Boris, à Catherine. Le micro n'est pas activé. Aux deux, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les desks du Crédit Agricole, à la fois en Espagne, Jean-Jacques Laragnou, basé à Madrid depuis 25 ans, ou le bureau en Italie du Crédit Agricole, plus nos équipes, Mirko, directeur italien, notre responsable local, on peut tout à fait organiser une conférence téléphonique. C'est ça la Global Help Desk en fait. J'ai une question, je m'interroge, je contacte le chargé d'affaires du Crédit Agricole qui se rapproche des bureaux via Catherine Edou des desks, d'Altios, et puis ensemble, on va organiser une conférence téléphonique et répondre aussi bien que possible, autant que faire se peut, aux interrogations, quelles qu'ils soient. Un client qui ne me paye pas, mes containers qui sont bloqués, les dispositifs du Covid ou les aspects culturels à prendre en compte pour une acquisition réussie en Espagne ou en Italie. On est là, à disposition, les équipes du Crédit Agricole, les équipes Altios, comme Catherine le précisait, ça fait 13 ans qu'on travaille main dans la main, on est à disposition pour ça. Et c'est vrai que les aspects interculturels, alors je ne sais pas s'il y a un livre à recommander, je ne m'engagerai pas, mais les aspects interculturels sont souvent… c'est là que le diable se cache dans les détails. Donc, c'est souvent sur ces petits
ces petits aspects de négociation, de prise en compte des spécificités. On ne négocie pas avec un Allemand comme avec un Italien. D'ailleurs, on ne négocie pas avec un Marseillais comme avec quelqu'un de Lille. C'est à peu près la même chose, sauf que la langue n'est pas la même. Il y a des subtilités. Nord d'Italie, sud d'Italie, nord d'Espagne, sud d'Espagne. Donc tout ça, on est à disposition pour en parler. C'est ce qui nous passionne, l'international. Donc n'hésitez pas. Oui, juste pour compléter ce que disait Boris, avec qui je suis complètement en phase, il a pratiquement tout dit. Effectivement, nous sommes implantés dans ces pays depuis fort longtemps nous-mêmes et nous y avons des desks depuis tout aussi longtemps. Et donc, nous avons bien sûr l'habitude d'accompagner nos clients dans ces pays, y compris pour de l'implantation. Donc, il n'y a absolument aucune difficulté à vous conseiller. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher de votre chargé d'affaires et on organisera toutes les calls qui vont bien. Merci à vous tous. Je tiens à vous remercier. Remercier également l'ensemble des personnes qui se sont connectées pour assister à ce premier webinaire. Donc, on vous rappelle en fait qu'il s'agit du premier webinaire dédié au rebond. Comment s'organiser, comment rebondir, comment aller chercher de la croissance. On a démarré naturellement avec un premier webinaire sur l'Europe. On poursuit avec un second webinaire mardi prochain sur la Chine avec 2 dirigeants d'entreprise, la société AAA dans le domaine de l'aéronautique, donc PowerTech, Asia Pacific, et puis la société Camus Wines and Spirits qui pourra aussi nous relater son expérience actuelle et sa vision sur le marché chinois et plus largement sur la zone Asie. Vous avez, au-delà de ce webinaire Chine, donc des autres webinaires, un webinaire consacré ensuite au marché nord-américain, et puis un 4e webinaire le 9 juin consacré sur comment optimiser, comment muscler, comment redéfinir sa stratégie en cette période si particulière. Pour plus d'informations, vous allez retrouver le détail de ces webinaires et les inscriptions sur le site Linking d'Altios. Donc, allez-y. Merci à vous. Merci à nos intervenants. Donc, merci à Catherine Hédou, merci à Pedro Novo, merci à Boris Le Chevalier, à Serge Momus et à Christelle Palazzo. Voilà, tous ensemble, on vous souhaite une excellente fin de journée et prenez soin de vous. À très bientôt.